Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer dans un instant. On attend Nicolas. Je suis là, je suis présent. Parfait. Tu partages ton écran, Nicolas? Ouais, tout à fait, Ok, je vais gérer ça. parfait. Parfait. Euh, Alors, ok, par contre, toi, tu t'occupes des personnes qui qui rentrent? arrive. Exactement. Super. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Oui. Ok, eh ben, en tout cas, merci d'être là pour cette table ronde. Enfin, c'est pas vraiment une table ronde d'ailleurs, parce que je suis seul à parler pendant un petit peu de temps, puis après, ben, j'espère pouvoir échanger avec vous. Euh, le travail qui est proposé là, c'est vraiment plus une réflexion générale sur la silver economy, davantage que voilà, ce ne sont pas des propos des propos qui ne se veulent pas véridiques, c'est plutôt une proposition conceptuelle, puisqu'aujourd'hui la silver economy est à un tournant, on le sait, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est ça que je vais essayer de vous présenter. Alors désolé pour le retard, mais c'est vrai qu'on a toujours des partenaires qui parlent plus que ce qu'on avait prévu. Voilà. Alors l'idée c'est que voilà, je vais revenir sur la silver economy un petit peu. Ce qu'est la silver economy, puis faire une proposition conceptuelle. Alors pour information, cette conférence, si jamais vous ennuyez ou qu'on est trop en retard, cette conférence, elle est enregistrée, elle sera rediffusée sur les réseaux sociaux et je vais donner la même conférence vendredi prochain à 15h30 dans le cadre des ateliers de Silver Echo en une version un petit peu peut-être plus synthétisée. Euh, donc, en préambule, je vous explique un petit peu le propos qui m'a amené à réfléchir à ça et les constats qu'on fait aussi en étant au quotidien en lien avec des seniors et avec des entrepreneurs et avec des institutionnels. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a 92% des Français de plus de 60 ans qui sont réputés autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'aide personnalisée à l'autonomie, ils n'ont pas de handicap spécifique, ça ne veut pas dire que quand on est vieux, tout va bien et qu'on peut courir partout. Autonome, ça veut dire qu'ils peuvent vivre au quotidien comme qu'ils le souhaitent. Donc la vieillesse n'est pas qu'un problème de santé publique, ça c'est un discours évidemment qu'on entend de plus en plus. C'est surtout un phénomène de société et c'est ça qu'on traite chez Silver Valley, comme ça a été rappelé tout à l'heure, sur la dimension transition démographique. Donc la proposition, c'est de faire en sorte de surtout mettre l'angle déficitaire, le regard déficitaire sur la vieillesse. Qu'est-ce que c'est? C'est de considérer en fait que la personne âgée, même si elle est en bonne santé, elle est dans une logique de décadence, de décroissance, et que, alors c'est pas faux, évidemment que c'est pas faux, mais l'idée c'est que c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on est forcément en déficit de quelque chose. Au contraire, il y a plein de moyens de le compenser. Donc c'est dans ce cadre que je propose d'aborder la silver economy comme une économie de l'ajustement à un avancé en âge, en même temps qu'être une économie de la prévention et de la perte d'autonomie. Donc c'est pas tout à fait la même chose, vous allez comprendre pourquoi. Et vous avez entendu tout à l'heure le discours de Brigitte Bourguignon qui parlait de l'économie de l'autonomie. Et c'est vraiment cette idée-là qui est aujourd'hui très importante, c'est que 92%, encore une fois, des personnes âgées de plus de 60 ans sont réputées autonomes. Alors, retour rapide sur la silver economy. En plus, je vois que sont connectés des gens qui ne sont pas forcément dans la filière, donc j'en profite vraiment pour rappeler la définition officielle qui a été créée en 2013. Donc, c'est une filière transversale, multisectorielle, puisque aujourd'hui, tous les
Alors Aurélie, l'enregistrement s'est arrêté. Donc voilà. Pardon. Il n'y a aucune filière industrielle qui n'est pas touchée par la silver economy, puisque 30% de la population quasiment a plus de 60 ans. Donc il s'agit de l'ensemble des marchés, des activités, des enjeux économiques liés aux personnes de plus de 55 ans. Alors pourquoi 55 ans? C'est pas du tout parce qu'à 55 ans on est vieux, c'est parce que souvent à 55 ans, c'est l'âge auquel on devient aidant pour une personne plus âgée, et il y en a de plus en plus des aidants puisque l'allongement de la vie est un fait. Donc en fait finalement c'est le moment où on met le pied dans le grand âge, cet âge-là, et donc quelque part les besoins de l'aidant sont super importants. Donc c'est une invention française malgré le nom anglicisant. Dans le reste du monde, on appelle cette économie aging economy, qui parle plutôt de la dimension de santé, médico-sociale et sanitaire, ou économie de la longévité, économie des seniors. Alors, les seniors, c'est quoi? Alors ça, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce que j'ai fait tellement de conférences sur ce sujet, je pense que vous trouverez très facilement cette idée des 9 profils, et j'ai même écrit un livre là-dessus. En tout cas, la question, et ça, toutes les personnes qui sont au contact de seniors ou qui sont seniors eux-mêmes le savent, il n'y a pas un senior ou deux, il n'y a pas des clichés de seniors, il y en a bien plus que ça c'est une évidence aujourd'hui pour tout le monde, mais quand on rentre dans le secteur de la longévité, en fait, on se rend compte qu'il existe surtout deux stéréotypes importants, celui du jeune senior dynamique qui dépense plein d'argent, et puis celui de la vieille dame repliée au fin fond de son EHPAD ou de sa campagne, et qui est complètement, qui attend la mort. C'est évidemment des stéréotypes qui sont complètement faux, comme vous le savez. Et aujourd'hui, les seniors, c'est d'abord 3 générations. Une génération très âgée, qui est née pendant la guerre, avant la guerre, qui est vraiment centrée sur la frugalité, le collectif. Une génération beaucoup plus individualiste, qu'on appelle les boomers, qui sont nés souvent dans l'après-guerre, qui ont vécu la société de consommation, qui ont vécu aussi l'individualisme, sans critique aucune, en tout cas, le fait qu'il fallait trouver quelque chose, il fallait trouver une place dans la société, et les jeunes seniors qui sont les aidants, qui travaillent encore, qui sont nés au cœur de la société de consommation qui est la nôtre aujourd'hui, qui sont tous très différents. Donc rien que déjà l'approche par génération, évidemment, nous donne des nuances de seniors qui sont très différentes, et bien sûr des modes de vie aussi. Donc ce rapide mapping pour vous montrer à quel point les profils de seniors dont on parle dans la silver economy sont extrêmement variés. Aujourd'hui, c'est un discours qui est connu et reconnu, et tant mieux. En tout cas, bien sûr, toujours l'avoir en tête. Donc on l'a vu, hein, ça représente 16 millions de personnes en France, 25% de la population française a plus de 60 ans. Avec un départ à la retraite en moyenne à 63 ans quasiment, 62,8 ans, et une espérance de vie très importante. Cette espérance de vie, effectivement, est très différente entre les hommes et les femmes aujourd'hui, voilà, mais ça tend à se resserrer. Alors, la silver economy, ça vient d'où? C'est une question importante, parce qu'on oublie parfois que la France a toujours été en pointe sur les questions de politique vieillesse. Donc un petit rappel historique sur la politique vieillesse. Donc évidemment, les vieillards, les indigents, ça existe depuis toujours, sauf que l'espérance de vie s'est tellement allongée qu'à partir du début du XXe siècle, il a fallu se poser quand même la question des personnes âgées, parce que la révolution industrielle a complètement posé la question de la retraite, puisque les salariés qui travaillaient dans les usines ne pouvaient pas travailler si vieux que ça. Ils étaient très abîmés par le travail, et il a fallu faire quelque chose de ces travailleurs pauvres qui étaient à la retraite. Dès 1910, la question s'est posée. En 1928, le vieillissement démographique est devenu une priorité, parce que l'allongement de la vie était tellement important, et surtout, on voyait bien avec toutes les pertes qu'il y a pu avoir, à la fois bien sûr pour la guerre 14-18 et puis l'épidémie de grippe espagnole qui a été extrêmement importante, hein, on en reparle maintenant, mais en tout cas, ça a fait il y a eu un véritable
un véritable tournant à ce moment-là sur le vieillissement démographique. Et puis surtout, la date la plus importante pour nous tous, ici, c'est bien sûr 1945, avec la mise en place de la sécurité sociale, de l'assurance retraite, qui a complètement changé la donne concernant le vieillissement, puisque l'assurance retraite, ça voulait dire que n'importe qui avait droit à une retraite, mais il faut savoir que quand on a créé la sécurité sociale et la CNA, hein, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'espérance de vie était de 65 ans, c'est-à-dire quelques années seulement après la fin de la retraite. Donc en 70 ans, on a gagné 30 ans d'espérance de vie, ce qui est absolument colossal, et ça a bien sûr changé tout le sujet. Donc on voit au fur et à mesure des années, par exemple, à quel point les années 2000, donc le début du 21e siècle, là vous voyez 2001, 2003, 2004, etc., on voit que les politiques vieillesse se sont accentuées, accélérées, avec l'aide personnalisée à l'autonomie, la création de la CNSA, la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie. Bien sûr, la canicule de 2003 et ses 15 000 morts a apporté, a fait beaucoup réfléchir la société. On va avoir sans doute le même phénomène dans les années qui arrivent avec la suite du Covid, évidemment. Et puis surtout, en 2013, la création de la filière Silver Economy. Alors cette filière Silver Economy, elle a des jalons spécifiques. Bien sûr, elle s'intègre dans une globalité telle qu'on vient de le voir, mais elle a surtout des jalons spécifiques qui fait qu'elle existe aujourd'hui. D'abord l'allongement de la vie, bien sûr, on l'a vu, et surtout on s'est rendu compte dans la première moitié du XXe siècle à quel point la vieillesse était un coût pour le système de santé, puisque le système de santé commençait à exister dans son concept, et la vieillesse, bien sûr, était un coût, puisqu'il a fallu gérer les maladies, etc. Donc ça commençait à poser de sérieux problèmes. Puis en 1975, il y a eu cette grande loi sur le médico-social et le sanitaire qui a organisé les schémas gériatriques, gérontologiques dans les territoires, et on a créé ce secteur qui est devenu très important aujourd'hui. Donc médico-social, c'est toute la dimension de l'insertion, de la lutte contre la fragilité, donc qui intègre évidemment la dimension handicap, mais aussi la dimension vieillissement, et surtout le sanitaire qui concerne bien sûr tous les soins, tous les établissements hospitaliers. Donc ça, c'est un moment où vraiment on a construit cette grande sphère du médico-social et sanitaire. Puis dans les années 90, avec la révolution numérique, sont arrivées ce qu'on appelait à l'époque les gérontotechnologies. C'est un terme qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui. Les gérontotechnologies, c'était un petit peu la révolution numérique au service du médico-social, du sanitaire. C'était comment est-ce que la technologie allait révolutionner le monde de la santé. Et donc tout ça a débouché sur ce concept de Silver Economy qui a été vraiment instigé par les deux ministres que vous voyez là en photo. Il fallait bien leur rendre un hommage. Donc Michel Delaunay, qui est toujours très investi dans la filière Silver Economy, et puis Arnaud Montebourg, qui ont lancé cette filière et qui montraient comment le vieillissement de la population allait contribuer à la société et à l'économie. Donc c'était une avancée sociétale majeure. En revanche, avec deux paradigmes en soubassement. D'un côté, l'optimisation de l'efficacité et de l'efficience du système de prise en charge de la perte d'autonomie, de l'autre côté, une opportunité industrielle. Alors pourquoi je dis de façon insuffisante? C'est normal, c'était le début, c'était les lancements, mais clairement aujourd'hui, on pourrait remettre en cause ces deux paradigmes, parce que d'un côté, on était centré sur le système médico-social et sanitaire, et de l'autre côté, sur la pure réussite industrielle. Donc évidemment, c'était une idée absolument géniale, mais aujourd'hui, on peut questionner cette approche, puisqu'en réalité, la Silver Economy recouvre des univers socio-économiques complexes, qui sont parfois mal définis. Donc là, vous avez sous les yeux un schéma qui n'est pas du tout exhaustif, qui n'est pas du tout exact, mais en tout cas, expliquer que dans le cadre d'un parcours d'avancée en âge non pathologique, donc le vieillissement actif, le vieillissement en bonne santé, qui concerne de très nombreuses personnes, et on a différents moments finalement de vie pour les personnes âgées elles-mêmes. L'idée du moment où on ajuste le quotidien à ses besoins et à ses attentes, le vieillissement naturel, alors je donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais une histoire toute bête,
et ça c'est grâce à nos Open Labs qu'on a pu le détecter, on va mettre des ampoules un peu plus fortes dans ces lampes de chevet, parce qu'on voit un petit peu moins bien, c'est normal, mais ça, c'est pas du tout de la prévention, c'est pas du tout de la perte d'autonomie, c'est juste de l'ajustement du quotidien. Et ensuite, on va rentrer dans une optique de santé, de prévention, de santé bien-être, de prévention de la perte d'autonomie. Ça, c'est quelque chose qui va se passer plus tard potentiellement, mais en tout cas, l'ajustement du quotidien, ça fait partie aussi de cette silver economy. Après, bien sûr, il y a malheureusement des avancées en âge qui sont pathologiques et parfois très jeunes, du fait des maladies neurocognitives, et des maladies, des accidents de la vie, tout simplement, des maladies cardiovasculaires, où là, on va adapter le quotidien au vieillissement pathologique, et là, la prévention de la perte d'autonomie va bien sûr arriver beaucoup plus tôt. Et ensuite, on a la sphère médico-sociale et sanitaire, avec d'un côté une préoccupation très forte sur l'impact médico-social et médico-économique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, on va travailler en termes de dépenses de santé publique, ce qui est une très très bonne chose, en termes d'inclusion, en termes de lutte contre l'isolement et la fragilité. Donc tout ça, c'est une approche qui est très institutionnelle, très institutionnalisée, ce qui est extrêmement intéressant et très important, mais c'est encore un petit peu éloigné de la problématique que j'ai abordée au départ, de silver economy pour l'ajustement du quotidien. Et ensuite, on rentre complètement dans le secteur de la gériatrie, avec l'organisation des soins, la dépendance, etc. Donc tout ça, aujourd'hui, est un peu mélangé. Tout ça est un petit peu mélangé, et c'est un petit peu ça le propos de mon atelier de réflexion. J'espère partager avec vous ces questions-là aussi. Et l'idée, c'est que ces origines, on peut un peu les questionner aujourd'hui, parce que le monde a un peu changé, on peut dire, et surtout, là, on a une accélération considérable de ces changements. Aujourd'hui, la silver economy, elle émane de deux grandes instances institutionnelles qui ont été ultra prospectives, donc je salue énormément ce travail, hein, vous l'avez compris, on est extrêmement reconnaissant de cette approche. Avec un État gestionnaire et un secteur médico-social qui perçoit le vieillissement d'abord avec un regard déficitaire et comme un centre de coût. Alors attention, je parle du point de vue scientifique, donc je parle de façon objective, parce que quand on voit centre de coût et regard déficitaire, on se dit non mais n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Eh bien si, en fait, l'État aujourd'hui, quand il travaille sur les problématiques de santé publique, évidemment, l'objectif c'est de maintenir le système de santé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Quand on parle de prévention de la perte d'autonomie, eh bien sûr qu'on pose un regard de déficit sur la personne âgée. Donc ça, c'était une problématique qu'il faut bien avoir en tête, mais en revanche, il faut aussi pouvoir sortir de ce paradigme. Et on voit aussi que l'autre origine, c'est cette industrie technologique qui perçoit le vieillissement comme un centre de profit. C'est-à-dire qu'on a parlé des points de PIB que pouvait apporter la silver economy. Tout ça est très important, très intéressant, et ces jalons à l'origine de la silver economy nous permettent aujourd'hui de questionner en fait ce modèle. Alors, ça vient d'où ce questionnement vient aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les jurys, par exemple, d'innovation dans lesquels on participe, dans toutes les instances, on va mélanger la santé connectée, les objets connectés, la domotique, les plateformes de services, les dispositifs pour la prévention, etc., les biens de consommation. Tout est mélangé aujourd'hui alors que ça n'a rien à voir et tout est considéré comme de la silver economy. Et je pense qu'il faut un petit peu réordonner tout ça. Et vous voyez un verbatim, ça va faire sourire Nicole qui est parmi nous, un verbatim qui est très important pour nous, qui est fondateur de notre réflexion. C'est Jean-Pierre qui a 88 ans, qui un jour m'a dit « J'ai 88 ans, j'ai eu des cancers, des problèmes de hanche, j'ai coûté à la société, mais je lui ai rapporté aussi. Pour moi, ma vieillesse n'est ni plus ni moins que la continuité de ma vie. Retraité, oui, et alors je suis toujours le même, je suis continuité. La société me fragmente, actif, retraité, autonome, dépendant. Ce n'est pas cela la vieillesse. » Donc, Jean-Pierre, quand on avait discuté de ça, voilà, m'avait vraiment interpellé sur le fait que le vieillissement, c'est une continuité qui n'induit pas forcément la maladie ou la dépendance, et que quand on parle de silver economy, on doit bien sûr avoir en tête ce parcours de vie qui est une continuité, ou que la perte d'autonomie n'est pas une fatalité. Et ce que j'essaye d'expliquer, encore une fois, avec un regard bienveillant sur l'histoire, c'est que l'État gestionnaire, le secteur médico-social ont apporté cette fragmentation. Il y a même certains chercheurs aujourd'hui qui disent que la création de la sécurité sociale a fragmenté la société avec d'un côté les actifs et les retraités. Aujourd'hui, bien sûr, il faut qu'on arrive à casser ces clivages
pour pouvoir prendre en compte ce vieillissement considéré comme une continuité. Donc voilà un petit peu le propos liminaire que je voulais partager avec vous pour expliquer pourquoi aujourd'hui on peut repenser les cadres conceptuels de la silver economy. Donc en réalité, on ne peut pas dire qu'il y a une silver economy, mais il y a des silver economy. On peut considérer qu'il y a 3 types de silver economy. D'un côté, on a une zone que vous pouvez voir ici sur vos écrans, où le regard sur le vieillissement n'est pas déficitaire et s'adresse au plus grand nombre. C'est cette silver economy d'opportunités, de marché, de consommation. Donc on est vraiment dans le secteur des biens et services pour tout public avec une approche spécialisée. Ensuite, on va avoir une silver economy qui est la plus complexe et la plus intéressante, évidemment, où le regard sur le vieillissement est déficitaire, au sens où je l'entends, on voit le vieillissement comme une perte, et c'est un point de vue de toute façon, qui s'adresse quand même à un nombre plus restreint d'usagers, mais surtout, c'est une zone de croisement entre la sphère publique et la sphère privée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, on est au cœur de la machine de la santé publique et de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'en agissant pour la prévention des personnes, en agissant pour l'autonomie des personnes, on agit bien sûr dans leur intérêt, on agit dans l'intérêt de la personne âgée, on agit évidemment aussi dans l'intérêt de la sphère économique. Cette silver economy-là, elle a énormément de puissance puisqu'elle intéresse tout le monde. Elle intéresse d'un côté le politique qui va pouvoir évidemment mettre en avant un bilan positif autour du vieillissement. Elle va intéresser le social, le social et la prévention, et elle va intéresser le monde économique. Sauf qu'elle concerne cette approche déficitaire, encore une fois. C'est une approche qui intrinsèquement voit le vieillissement comme une décrépitude fatale, alors que ce n'est pas toujours le cas, comme on l'a dit. Et enfin, il existe une zone où le regard est déficitaire, bien sûr, mais surtout sanitaire. C'est la zone de la silver economy médico-sociale et sanitaire. C'est là qu'on va trouver la santé connectée, c'est là qu'on va trouver tout ce qui concerne le monde hospitalier au sens large, le monde pharmaceutique, toutes ces innovations de santé qui sont de la silver economy probablement, mais pas que. Alors voilà le modèle qu'on peut proposer aujourd'hui, donc en expliquant que la silver economy, elle relève bien du champ socio-économique et pas que économique, et elle a pour objectif de répondre aux besoins de l'avancée en âge, ça c'est la définition de 2013, mais on ajoute à ça aussi des besoins liés à aux politiques de santé publique et du secteur médico-social et sanitaire. Ce qui nous permet, dans le cadre du parcours normatif de l'avancée en âge, donc le parcours normatif de l'avancée en âge, c'est tout simplement statistiquement ce qui se passe globalement quand on vieillit. Et encore une fois, je vous rappelle que 92% des Français de plus de 60 ans sont autonomes et qu'en réalité, il n'y a que 1,2 million de personnes en France qui sont bénéficiaires de l'aide personnalisée à l'autonomie. Alors, bien sûr que c'est effrayant, ça coûte très cher, etc., mais c'est peu en réalité. Hein. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a que 750 000 personnes qui sont dans les EHPAD aujourd'hui. Donc 750 000 personnes sur 16 millions, évidemment, vous faites le calcul, c'est pas si important que ça. Donc n'oublions pas la majorité silencieuse dont on parle peu finalement, qui sont les personnes en pleine santé dans le vieillissement. Donc là, on voit ce clivage entre ces différentes silver economy, avec d'un côté des innovations qui pourraient répondre à des besoins et des attentes de clients, d'usagers. Donc là, on est dans l'ajustement à l'avancée en âge, on est dans cette silver economy un petit peu nouvelle génération qui n'agite pas le chiffon rouge de la prévention, comme le dit Chantal dans le verbatim que vous voyez en dessous. J'adapte ma vie à mon âge, je mets plus grande la police sur mon téléphone, un peu plus de lumière dans la salle de bain, et elle déplore que tout ce qui est pour les vieux est stigmatisant. Tout ce qui est pour les vieux a un lien à un moment donné avec la maladie, où la vieillesse est considérée comme une maladie, ce qui est entièrement faux, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est une continuité. Donc cette silver economy d'opportunité, elle va proposer des innovations, des services qui s'ajustent à l'avancée en âge. Et elle va être dans la continuité, bien sûr, de cette silver economy d'intérêt général, qui va répondre aux besoins, aux attentes des politiques publiques et des institutions, avec l'idée principale de prévenir et de compenser les risques liés à l'avancée en âge. Ce n'est pas du tout la même chose que s'ajuster. C'est-à-dire que
Quand Chantal met un peu plus de lumière dans la salle de bain, elle est bien sûr dans une logique de prévention, mais c'est juste qu'elle s'adapte. Quand elle met la police plus grande sur son téléphone, c'est de l'ajustement. Alors que, comme nous dit Jean-Claude, aujourd'hui, quand on a été aidant, on sait ce qui va se passer. Donc, adapter son logement, faire attention à sa santé et être suivi dans une optique de responsabilité de la personne âgée, évidemment, ce n'est pas du tout la même logique que l'ajustement au quotidien. Et aussi, ça, c'est des choses que les seniors qu'on voit au quotidien nous inspirent. Les seniors veulent être responsables de leur vieillissement, ils sentent bien qu'ils ont une part de responsabilité. Et bien sûr, l'idée, c'est de dire qu'ils sont actifs et qu'ils doivent avoir une approche eux-mêmes responsables de leur propre vieillissement. Donc cette silver economy d'intérêt général, elle est très vaste, mais aujourd'hui, le propos, c'est de dire on ne peut pas mettre de la prévention partout parce que la prévention implique un regard déficitaire. Or, on ne peut pas répondre à des besoins de personnes qui avancent en âge avec ce point de vue déficitaire, au risque évidemment de les détourner de ce besoin. Et ensuite, bien sûr, on a cette silver economy médico-sociale et sanitaire, avec les besoins et les attentes du secteur médico-social et du secteur sanitaire, où là, on est plutôt dans la gestion de la perte d'autonomie liée à l'avancée en âge. Donc là, on est plutôt sur tout ce qui concerne la sphère professionnelle, donc la télémédecine, les innovations technologiques qui pourraient accompagner des innovations organisationnelles, comme le dit le rapport Bourquin-Aquino, qui est un rapport sur la technologie dans les EHPAD qui a été fait dans la filière Silver Economy. Donc vous voyez, il y a trois logiques très différentes. Aujourd'hui, quand on parle de la Silver Economy, on parle de tout ça sans forcément cliver. Or, sur chacun des sujets, vous avez des marchés spécifiques, des personnes spécifiques, des volumes spécifiques. Et donc, à quoi ça sert de segmenter cette Silver Economy en trois? Donc là, vous retrouvez dans le schéma qui est affiché ces trois Silver Economy, et vous voyez bien qu'on a des marchés différents. Alors le premier, cette Silver Economy d'opportunité immédiate, l'ajustement à l'avancée en âge, on est sur un marché de biens spécifiques, avec une cible spécifique, c'est de la consommation, c'est des biens de consommation. On s'adapte en âge, tout comme on s'adapte à des moments de la vie, tout comme on s'adapte à des logements, comme on s'adapte à des régions, comme on s'adapte à des climats. Ça concerne tout à chacun. Il s'agit de toutes les personnes de 60 ans et plus. Donc ça représente 16 millions de personnes en France, ça représente 90 millions de personnes en Europe. Donc vous voyez, ce n'est pas le même marché. C'est un marché qui va être en distribution de masse, c'est du grand public et c'est l'ajustement. Et après, on va rentrer dans des marchés beaucoup plus spécialisés avec la Silver Economy d'intérêt général, qui concerne les personnes qui ont des besoins de compenser. Ce n'est pas la même chose que ajuster, compenser certaines pertes physiques et cognitives. Et là, on va toucher 7 millions de personnes, 9% de la population française. Et là, vous retrouvez les chiffres de tout à l'heure. 92% de personnes autonomes. Bon, ça serait 8% pour être exact, mais les derniers chiffres de l'INSEE disent qu'il y a à peu près des personnes de 80 ans. Ça représente à peu près 9% de la population française, enfin, pardon, des personnes qui sont en déficit potentiel. Donc les GIR 3, 6, plus les non-girés, mais qui devraient l'être, ça représente à peu près 7 millions de personnes. Et ensuite, on va rentrer dans les marchés de niche, donc ce n'est pas du tout non plus la même logique. Les marchés de biens et de services dédiés à la dépendance et le soin, qui concernent les personnes qui doivent gérer des pertes massives. Et là, aujourd'hui, c'est 2% de la population et 20% des personnes de plus de 85 ans. Donc, ce qui est important de comprendre dans ce schéma, c'est qu'on a bien trois marchés différents, trois systèmes d'acteurs différents, trois économies différentes, et avec des marchés de biens de consommation classiques, des marchés spécialisés et des marchés de niche. Ce n'est pas du tout la même logique quand on fait du marketing ou de l'économie, cette approche-là. Alors, ce qui est intéressant dans cette typologie, que vous retrouverez aussi dans l'autodiagnostic qu'on a mis en ligne tout à l'heure pour nos adhérents, c'est en fait d'abord, quand vous entrez dans votre secteur, c'est intéressant de vous poser la question de à quelle Silver Economy vous répondez. Parce que ça va vous permettre d'orienter la création du projet, ça va vous permettre de consolider le projet que vous avez. Est-ce que vous êtes sur un marché de biens de consommation classique ou un marché spécialisé? Vous n'aurez pas les mêmes courroies de distribution, vous n'aurez pas la même communication, vous n'aurez pas les mêmes publics, vous n'aurez pas les mêmes investissements en termes de développement de projet. Donc c'est vraiment, encore une fois, une méthodologie telle que les produits Silver Valley régulièrement, qui vous permet de vous situer sur un échiquier complexe, parce que la société de la longévité, elle est complexe. On l'a vu tout à l'heure avec d'un côté des profils de seniors,
tout cet éventail de profils que je vous ai montré, et maintenant toute cette silver economy qui finalement est bien plus complexe que ce qu'on a pu imaginer au départ. Alors, quelle cible dans quel marché, justement? D'un côté, les publics qui constatent que l'avancée en âge nécessite quelques petits ajustements, quelques petits aménagements au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Renforcer la luminosité, des matières agrippantes pour les personnes qui ont des légers problèmes d'arthrose, modernisation de la salle de bain, adaptation du rythme de vie, activités sportives adaptées, formulation de projets de vie en lien avec des envies personnelles. Donc, on est vraiment, si on reprend la pyramide de Maslow, évidemment tout en haut, dans l'accomplissement. Ensuite, on va avoir un marché qui est plus réduit, on l'a vu tout à l'heure, sur la prévenir et compenser les risques liés à l'avancée en âge. Là, on va avoir des exemples sur l'adaptation de l'alimentation, par exemple, pour des raisons médicales. Les carences en vitamine D et en protéines sont très importantes chez certaines personnes âgées. Donc là, on rentre déjà dans une approche médicale. Les activités physiques qui poursuivent des buts précis, comme par exemple les activités physiques qui ne sont pas juste pour l'épanouissement corporel, mais qui sont liées par exemple à la prévention des chutes. Il existe des ateliers aujourd'hui pour renforcer les muscles spécifiques pour prévenir des chutes. Donc là, on rentre dans la compensation des risques liés à l'avancée en âge, beaucoup plus que l'ajustement. Et puis aussi la constitution d'un réseau d'aidance qui peut veiller sur la personne pour prévenir, pour compenser les différentes possibilités. Donc là, encore une fois, on a bien une différence entre l'ajustement et la compensation. Et ensuite, dans cette silver economy médico-sociale et sanitaire, évidemment, on va parler des personnes plus dépendantes, et là, on rentre dans des systèmes plus lourds, avec des systèmes de téléassistance, des conciergeries des dents, des recours d'aide à domicile médicalisée, une forte adaptation du logement, une mobilité résidentielle, le suivi médical accru comme l'observance des médicaments dans le cadre des maladies neurodégénératives, c'est un vrai sujet qui coûte près de 9 milliards d'euros à l'assurance maladie, et le recours à des aides techniques qui sont plus lourdes. Donc vous voyez, on a toutes ces logiques. Donc aujourd'hui, quand on est comme Silver Valley, à parler de silver economy, d'innovation, il faut un petit peu qu'on rentre en finesse dans ces différentes silver economy pour vraiment positionner les projets, les enjeux dans différents marchés. Donc, comme le public des seniors, la silver economy est plurielle. Aujourd'hui, cette silver economy, notamment celle de l'ajustement, elle permet de répondre immédiatement à des besoins. C'est-à-dire qu'il suffirait aujourd'hui d'appuyer sur un bouton, finalement, de diffuser massivement des offres d'ajustement pour pouvoir non seulement faire en sorte que des startups puissent vivre confortablement et toucher le plus de seniors possible. Donc évidemment, vous l'avez compris, si vous avez assisté à la première partie de notre soirée, c'est comme ça qu'on a imaginé le Scale-up Lab. Le Scale-up Lab, il va servir en fait à repérer les différents projets, qu'ils soient en silver economy d'ajustement ou en silver economy d'intérêt général, pour pouvoir les diffuser le plus largement possible, parce qu'aujourd'hui, ces besoins sont immédiats et ça va aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, il y a 20% de la population européenne qui est concernée par tous ces produits et ces services qui sont non stigmatisants potentiellement, mais qui sont à minima adaptés aux besoins et aux envies. Ça fait 90 millions de personnes. Ça veut dire que si demain, vous avez des projets d'innovation, que vous soyez une start-up, une PME, une association, une institution publique, ça veut dire que vous pouvez toucher des très gros marchés, et je ne parle même pas du marché chinois ou du marché américain. Donc, ce type d'approche plus nuancée permet d'analyser mieux les projets d'innovation et de vous orienter évidemment auprès des bons publics, que ce soit des publics de distributeurs, de prescripteurs, de communicants et de marketing. Donc, cette idée, c'est de faire de la silver economy une réalité concrète. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir des chiffres de réussite. Il n'existe pas de licorne de la silver economy. Les licornes de la silver economy, ça serait des startups qui sont valorisées plus d'1 milliard d'euros. Aujourd'hui, on n'en a pas parce qu'on n'a pas réussi à se saisir de cette opportunité immédiate, de cette économie de l'ajustement dont j'ai parlé tout à l'heure. On est trop dans la prospective, finalement, trop dans le médico-social et sanitaire, et ça ne touche que des marchés restreints par rapport au grand marché de la transition démographique. Alors, quelques propositions pour aller plus vite. Alors ça, c'est ce que j'ai proposé au cabinet de Brigitte Bourguignon, bien sûr. Donc rapidement, histoire de terminer sur des notes concrètes. Donc l'idée, pour aller plus vite, c'est bien sûr impulser un changement de regard radical sur la vieillesse. Aujourd'hui, il y a un véritable problème d'essentialisation de la vieillesse qui est lié à cette historique médico-social, sanitaire, où en fait, une personne, dès lors qu'elle est âgée, est dépossédée de son identité globale. C'est-à-dire que comme elle manifeste des traits de vieillissement,
que vous connaissez évidemment tous, on ne va plus la voir que comme une personne vieille, alors qu'en fait, une personne âgée vient toujours de quelque part et sa singularité est préservée. Et ce regard-là est très important à conserver parce qu'il nous met toujours en tête que la vieillesse est une continuité davantage, évidemment, qu'un clivage avec toutes ces identités qu'on a créées dans ce secteur médico-social, sanitaire et institutionnel, comme j'ai pu le critiquer tout à l'heure. Évidemment, il faut optimiser les financements publics dédiés. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'euros qui est consacré à la silver economy, à l'action sociale, avec tous les grands acteurs. Donc, rapidement, il y a la CNAV, évidemment, il y a la GIRC-ARCO, il y a la Caisse des dépôts, il y a la BPI également, la Banque publique d'investissement. Le calcul, c'est à peu près 1 milliard d'euros consacrés à nos secteurs. C'est beaucoup d'argent, c'est très bien, même si on pourrait toujours en avoir plus, sauf qu'aujourd'hui, au niveau des financements spécifiques, il n'existe pas de véhicule financier dédié à la silver economy, parce que la silver economy, c'est un secteur complexe qui est multisecteur, multifilière, et donc on a du mal à trouver les bons financements pour cette silver economy. Ensuite, on va avoir un problème qu'on appelle la solvabilité des seniors. Alors vous allez dire, vraiment, ils pensent qu'au fric, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que si on crée toutes ces innovations dans l'ajustement, ça veut dire que la personne âgée elle-même va devoir sortir de l'argent de sa poche pour pouvoir payer les services qui pourront améliorer sa longévité. Ce n'est pas la sécurité sociale qui va rembourser tout, puisque dès lors qu'on considère que le vieillissement n'est pas une maladie, ça veut dire qu'on participe soi-même de son vieillissement. Aujourd'hui, il y a un problème de solvabilité des seniors parce que les seniors sont souvent riches de patrimoine, beaucoup plus que de liquidité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où on a 54% de la population qui est propriétaire de son logement, il y a 73% des personnes de plus de 60 ans qui sont propriétaires de leur logement. Donc ils sont beaucoup plus propriétaires de leur logement, sauf que ces logements ne sont pas liquéfié, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qu'on peut toucher immédiatement. Donc il y a un vrai sujet pour liquéfier ce patrimoine sans forcément mettre les gens dehors. Il existe des tas de solutions, comme par exemple le viager mutualisé ou le principe de e-buyer qui permettent de liquéfier des patrimoines en permettant aux personnes de rester dedans et adapter les logements. On a aussi des jeunes seniors qui sont de plus en plus connectés. On a eu la preuve ce soir, évidemment, qui ont des smartphones, qui sont très à l'aise, notamment avec les plateformes d'économie collaborative. Voilà, à titre d'exemple, il y a 13% des transactions sur Airbnb qui sont faites par des gens de plus de 65 ans. Ça veut dire qu'il y a des revenus qui sont générés par des seniors précaires qui parfois sont propriétaires de leur logement et ont trouvé que ça à faire finalement pour pouvoir avoir un peu plus d'argent à la fin du mois que de louer leur logement. Et ben, la proposition qui a été faite au ministère, c'est de défiscaliser ces revenus pour les retraités les plus précaires. Et c'est la même chose pour les revenus issus du cumul emploi-retraite. Il y a de plus en plus de retraités qui sont obligés de travailler jusque tard. Alors, je ne parle pas de la reine d'Angleterre, qui est la plus vieille salariée du monde, puisqu'elle a 94 ans, mais les retraités travaillent tard et ils cumulent des revenus de l'emploi et de la retraite, et pour certains, on pourrait défiscaliser ce type de revenus. Ensuite, une autre proposition, c'est renforcer la préparation du nouvel âge qu'est la retraite. Donc, il y a 24 ans d'espérance de vie. Je rappelle, pour une femme de 60 ans, quand elle part à la retraite, elle a 24 ans d'espérance de vie, avec beaucoup de chances d'avoir une espérance de vie en bonne santé jusqu'à la fin de la vie, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est que plus cette espérance de vie va s'allonger, plus le moment en dehors du travail sera long. Et la difficulté, c'est que quand on est à la retraite et qu'on a tout construit autour de son identité professionnelle, et ben on perd bien sûr son identité. Et alors que quand on se prépare au passage à la retraite, on a beaucoup plus de chances de vivre mieux et de vivre comme on le souhaite en préparant ce projet de passage à la retraite. Alors, il existe bien sûr des grandes organisations comme AG2R, Mondial, qui fait ce genre de choses, mais on a aussi des startups qui proposent des très beaux programmes de passage à la retraite, comme les Talents d'Alphonse, par exemple, ou la startup Neopi, qui ont vraiment travaillé sur la digitalisation des parcours de passage à la retraite. Donc évidemment, on les accompagne avec beaucoup d'attention pour que ces parcours soient généralisés. Et enfin, il y a d'autres chantiers prioritaires qui sont bien sûr connus de tous aujourd'hui, avec l'autonomie numérique des seniors. L'intérêt, c'est que un des aspects très positifs des confinements successifs, c'est que les seniors sont devenus totalement
enfin pas tous hein, malheureusement, mais les seniors sont devenus de plus en plus compétents sur le plan numérique. Il faut savoir qu'une personne qui a aujourd'hui 80 ans n'a pas connu forcément Internet dans son travail. Peut-être qu'elle a eu un poste, il ou elle a eu un poste de travail informatisé, mais pas Internet. Donc ils ont dû apprendre sur le tas. Et finalement, l'isolement lié au confinement a permis à pas mal d'entre eux à se numériser, à avoir une appréhension du monde plus digitale. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que beaucoup de produits et de services aujourd'hui sont bien sûr liés au monde digital. Voilà un petit peu mon propos. J'ai dit beaucoup de choses. C'était un peu un essai que je faisais aujourd'hui parce qu'on a travaillé sur cette réflexion avec Silver Valley depuis quelques mois. Donc, je suis bien sûr complètement à l'écoute de vos questions, de vos remarques, de vos critiques. Peut-être que vous avez trouvé que certains propos étaient trop radicaux ou pas assez étayés. En tout cas, je suis à votre disposition. Je vous propose donc de lever la main avec la petite main qui se situe en haut à droite et pour que je puisse vous donner la parole. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées? Alors, une main levée de Nicole. Allez-y, Nicole. Alors, je voulais dire que... Vous m'entendez? Très bien. Je voulais dire que, effectivement, quand on vieillit, on coûte un peu cher quelquefois à la société, mais il y a des compensations parce qu'on dépense aussi de l'argent. Et d'autre part, il y a aussi des jeunes qui coûtent beaucoup d'argent dans des soins médicaux parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui sont malades. Il y a beaucoup de jeunes aussi, malheureusement, qui souffrent de pathologies graves et très onéreuses. Donc, faut pas tout mettre non plus sur le compte des personnes âgées ou très âgées. Plus on vieillit, plus on a besoin de choses, c'est vrai. Mais quand on sait bien se soigner, on évite quand même aussi beaucoup de maladies et de choses difficiles à suivre par la suite. Donc, il faut relativiser un petit peu, pas toujours tout mettre sur le dos des personnes âgées. C'est vrai, mais il faut quand même noter que, par exemple, un lit dans les urgences gériatriques peut coûter jusqu'à 6 000 € par jour parce qu'il y a des soins spécifiques, notamment pour les personnes qui sont polymédiquées, qui ont beaucoup de pathologies, évidemment, mais pour les grands accidentés de la route, c'est la même chose. Mais en tout cas, merci de votre témoignage parce que ça prouve effectivement que vous avez le sentiment d'avoir une responsabilité aussi en tant que senior de votre santé. Donc, merci beaucoup Nicole pour ce témoignage. J'ai Catherine Moissy qui aussi a levé la main. Je vous écoute. Oui, juste une observation. Je trouvais que la segmentation en 3 Silver Echo me paraît vraiment intéressante et pertinente parce que du coup, on va pouvoir rassembler des besoins qui sont beaucoup plus homogènes et avoir des réponses qui sont aussi, elles, beaucoup plus pertinentes par rapport à ces besoins. Je vous remercie. Ça me fait plaisir parce que c'est la première fois que je le présente. Alors du coup, ça permet, effectivement, ça donne confiance. Merci beaucoup. J'ai une question de Gilles. Je vous laisse activer votre micro et poser votre question, Gilles. Voilà, bonjour. Effectivement, je trouve que c'est très opérant comme segmentation, ça met de l'ordre. Ma question, c'est pourquoi pas envisager des prix entre les différentes compétitions qui sont organisées entre des innovations. Pourquoi finalement maintenant ne pas considérer chaque segment à part, puisque c'est un peu difficile de mettre en concurrence des innovations qui s'adressent en fait à des segments différents. Oui, alors ça c'est une très bonne remarque parce qu'aujourd'hui on va trouver toutes sortes d'acteurs qui vont travailler sur ces silver economy un peu mélangées et c'est un vrai sujet en termes de catégorisation, notamment pour des grands appels à projets nationaux. Je pense aux appels à projets des ministères par exemple, de la CNAV, qui aujourd'hui effectivement auraient besoin de structurer, mais c'est aussi pour eux qu'on a imaginé cette approche pour les aider à mieux structurer l'innovation, parce que Silver Valley est un spécialiste de l'innovation, et donc on est là aussi pour former nos partenaires à avoir un regard plus pointu sur l'innovation, et ça fait partie effectivement du programme. Alors j'ai une question. Oui, merci à vous. J'ai une question de monsieur et madame Tixier. Vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Oui, bonsoir, bonsoir Nicolas et tout le monde, c'est Alain Tixier. Moi, je voulais témoigner. Oui, Comment?
Oui, je vois très bien qui tu es, mais Tixier comme ça. Je voulais juste dire à la dame là, qui est intervenue juste avant, qui s'appelle Pixia2, mais j'imagine que ce n'est pas son nom. Nicole. Moi, j'ai vraiment ce qu'elle a dit, ça interpelle vraiment. Et ce que tu dis sur cet angle de vue, du moins ce nouveau paradigme d'aborder la silver economy ou les personnes âgées, ça me plaît beaucoup. Parce que moi, je dirais à cette dame, quand elle dit oui, c'est pas que les personnes âgées qui coûtent, en fait, moi, je dis, mais on s'en fout. Comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, quoi qu'il en coûte. Mais le sujet, il n'est pas du tout là. En fait, on a très souvent dit que les jeunes payaient la retraite des personnes âgées. Et rien que ça veut dire que ça fait la cassure. C'est comme si les personnes âgées étaient entretenues par nous, seulement grâce à nous. Et ça, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des startups qui travaillent pour le bien vieillir, en fait, ce qu'on propose aux personnes âgées et qui vont nous rétribuer, nous rémunérer, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est grâce à elles qu'on est vivant aujourd'hui et qu'on arrive à développer nos activités. Donc en fait, je trouve que la boucle est bouclée à partir du moment où on se tend la main les uns les autres, mais ça nous revient. Donc les personnes âgées ne coûtent pas du tout. Et les enfants encore moins, parce que c'est complètement naturel, et les cancers pédiatriques et tout ça. Donc là, on est, avec ce que tu dis, Nicolas, je trouve si c'est nouveau en plus, je suis content de l'entendre pour la première fois, parce que je trouve que c'est un joli paradigme, et comme ça, on va éviter de se regarder comme des jeunes et des vieux, quoi. On est comme quand tu as dit, c'est la continuité de la vie et l'adaptation. Ça, vraiment, ça me plaît. Voilà, c'était juste un témoignage. Merci. En fait, c'est vrai que c'est de l'immersion quotidienne hein, avec des gens comme Nicole, qui est toujours avec nous, très engagée. Donc, effectivement, à force d'entendre, de réussir à se mettre dans la vision qu'a une personne âgée, Alors, du coup, tu vas pouvoir, Alain, te positionner dans ces différentes silver economy avec le coussin Victor. J'imagine que toi, tu t'es plutôt positionné sur la silver economy d'intérêt général et la silver economy médico-sociale et sanitaire, parce que c'est pas vraiment le coussin Victor aujourd'hui un système d'ajustement à l'avancée en âge. Enfin, de mon avis, mais peut-être tu as une autre vision dessus. En fait, je voulais pas parler ni de moi ni du coussin Victor. Moi, j'ai une solution qui apporte la culture là où elle ne peut plus aller. Donc, quand on dit qu'on s'adapte à l'âge, nous aussi, on doit s'adapter aux endroits où sont les personnes, que ce soit en résidence autonomie, en EHPAD. Et notre coussin, c'est simplement une télécommande qui va permettre d'accéder à des contenus, à la culture, à des divertissements qui sont plus proposés en temps normal. Donc, en fait, on fait simplement que de rendre à ces personnes un accès à vivre avec nous, dans la vraie vie avec nous, point à la ligne. Et les nouvelles technologies, ce n'est pas un mur qu'il faut dépasser, apprendre, intégrer, c'est aux technologies de s'adapter à la personne et non pas l'inverse. Moi, c'est ça mon credo depuis tout le temps. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et, Facile à vie qui a levé la main, donc on t'écoute. Si tu peux mettre ta caméra, c'est sympa, comme ça on voit les gens qui parlent, mais sinon c'est pas grave. N'oublie pas d'activer ton micro. Voilà, vas-y. Voilà, on n'entend rien. Bon, on n'entend pas. Pas. Donc, je vais passer à l'autre question. Donc, c'était Sylviane qui a levé la main. Donc, Sylviane, on vous écoute. Je vais essayer d'activer. Bonsoir. J'ai activé la caméra normalement. Voilà. On vous écoute. Donc, le partage, enfin les trois grandes lignes, je suis tout à fait d'accord avec. Par contre, ce qui serait bien à la fin, c'est de dire quels moyens de communication sont envisagés par rapport à justement faire percevoir la différence entre, on va dire, un environnement médico-social nécessaire à la santé de la personne et le cadre de vie heureux d'un retraité qui profite de la vie, qui contribue à l'économie. Parce qu'effectivement, récemment, il y a des Sun Things qui ont annoncé que
bah, de toute manière, c'était des jeunes qui payaient les retraites des vieux. Donc là, il y a quand même de la vulgarisation à faire. Donc, ça serait bien aussi de prévoir ce volet, si c'était possible, de communication, de vulgarisation, quoi. Oui, bah, ça c'est quelque chose qui est dans les cartons depuis très longtemps. Le fait effectivement de communiquer sur le vieillissement de façon positive, c'est clairement quelque chose qui est dans les tuyaux. Alors, je pense que déjà, il faut oublier le terme vieillissement et parler d'une autre vie ou d'un autre mode de vie. Moi, il y a un spot sur le Covid que j'aime bien, c'est la grand-mère et le petit-fils qui ont le masque, et le petit-fils, il joue de la guitare pour sa grand-mère. Et je trouve que ça montre bien deux façons de vivre différentes, mais qu'on arrive à se parler, à se connaître. Alors, il y a effectivement dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Construire la société de la longévité », je suis assez vigilant par rapport à ça parce que l'agisme, donc qui est la discrimination envers l'âge, peut être aussi une discrimination trop positive. Parfois, on montre des stéréotypes de personnes âgées qui sont, par exemple, sur la grand-parentalité. C'est un sujet qu'on entend parfois dans nos Open Labs, où finalement, tout le monde dit que c'est extraordinaire d'être grand-père ou grand-mère, mais en réalité, on n'a pas forcément envie de s'occuper de ses petits-enfants en permanence. On n'a pas tous envie de faire du parachute à 85 ans. Donc en fait, il faut faire attention à ces représentations qui parfois sont très excessives, trop positives. Donc ça, c'est vraiment un fil très ténu à travailler. Donc en tout cas, ça fait partie des choses sur lesquelles on essaye d'avancer, en conseillant notamment les grands groupes industriels sur le sujet de la silver economy, en leur rappelant de faire très attention à qui ils s'adressent, comment ils doivent le faire, quel type de personnage il faut mettre en avant, etc. Donc merci en tout cas pour cette remarque. Je crois que Nicole, vous aviez relevé la main, vous aviez quelque chose à ajouter. Merci Sylviane. Oui, j'ai juste une petite chose à ajouter. Il faudrait quand même rappeler que les jeunes, s'ils ont l'impression de nous payer notre retraite, nous avons cotisé aussi pour l'avoir, cette retraite. Et nos parents, alors évidemment, il y a une époque où il n'y avait pas de cotisation à la retraite, mais nos parents ont payé, qui ont travaillé pendant des années, des fois très dures, encore plus dures que nous souvent, ont participé à la retraite de leurs parents, c'est-à-dire de mes grands-parents par exemple. Et en travaillant, moi j'ai payé, enfin moi, ma génération, on payait les retraites de la génération de mes parents. Donc maintenant, si vous voulez, il faudrait peut-être rappeler un petit peu l'historique, parce qu'évidemment, je comprends que les jeunes ont l'impression qu'ils payent pour nous, alors qu'en fait, nous, on a quand même cotisé et on a payé pour les autres. C'est-à-dire, voilà, il y a une avancée qui s'est faite dans le temps, et maintenant, les jeunes se trouvent, ont l'impression qu'on leur coûte cher, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors ça rejoint un petit peu la remarque de Sylviane. Oui, voilà, aujourd'hui, oui. on a beaucoup de stéréotypes qui existent et ça fait partie des choses qu'il faut combattre. Alors j'ai une question dans le chat donc de Facile à Vie qui n'a pas pu, son micro ne fonctionne pas. Donc effectivement, l'approche, quand tu dis elle va s'étendre à la distribution, une partie de la distribution, c'est justement le but de ce type d'approche un peu segmentée qui permettra à terme d'expliquer par exemple à des grands groupes de distribution que justement la silver economy dont on parle tant, ce n'est pas que prévenir et compenser les risques liés à l'avancée en âge ou du médico-social, mais on pourra développer le concept de l'ajustement. Parce que quand on pense à des grands distributeurs qui s'intéressent à la silver economy, donc je pense au groupe Casino, à Leclerc, au groupe Leroy Merlin aussi également, ils ont vraiment cette peur d'abîmer quelque part leur image parce qu'ils ont eux-mêmes ces stéréotypes sur le vieillissement qui est considéré comme une maladie. Alors que si on arrive avec eux, vers eux en leur expliquant que les produits et les services qu'ils proposent sont des services d'ajustement, d'amélioration du quotidien, qui peuvent concerner plein de personnes différentes, avec bien sûr les parts de marché qui vont avec. Donc en tout cas, si ça peut t'aider, cette segmentation, n'hésite pas à la reprendre. De toute façon, je vais en reparler beaucoup. N'hésite pas à reprendre cette segmentation pour aller convaincre des distributeurs demain
que en fait, s'intéresser au marché des personnes âgées, c'est pas que de faire du paramédical, du médical, etc., etc. Que c'est aussi de l'ajustement et des choses toutes simples. Voilà, ce que j'ai dit, hein, c'est agrandir la police de son écran sur son smartphone. Alors, bon, c'est pas forcément une innovation absolument incroyable qui va rapporter des milliards d'euros à son créateur, mais le sujet, c'est qu'en fait, on est bien dans un ajustement et pas dans une prévention. Voilà. L'image que j'utilise souvent sur cette idée d'ajustement, c'est que si vous marchez sur du plat, par exemple, vous allez développer un effort musculaire X, par exemple, et qu'il va y avoir une montée, et donc vous allez devoir renforcer cet effort musculaire. Le fait de renforcer en fait cet effort musculaire ne veut pas dire, un, que vous allez mourir au milieu de la côte, ou bien deux, que vous n'allez pas arriver en haut de la côte. Donc on est bien dans un ajustement et non pas dans la prévention, comme quoi vous n'allez pas y arriver. Donc ça, c'est quelque chose de très important à retenir, c'est l'idée qu'il y a un moment donné, on ajuste, et ça ne veut pas dire qu'on est dans la prévention sur du long terme. Et parfois, on est dans la prévention, et parfois, on est dans la prévention de façon ponctuelle, et ensuite, on passe à autre chose parce qu'on va mieux, etc., etc. En fait, la vieillesse, c'est tout simplement comme la vie au quotidien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, là, je n'ai pas d'autres mains levées, donc n'hésitez pas, hein. Il nous reste un petit peu de temps pour ceux qui le souhaitent. Juste une petite remarque, s'il vous plaît aussi, Nicolas, c'est que vous soulignez l'ajustement et c'est encore, alors, c'est encore quelque chose que j'apprécie énormément dans votre discours, puisque un des thèmes à la mode depuis déjà des années, c'est l'inclusion des personnes âgées, l'inclusion des personnes Alzheimer, l'inclusion des personnes handicapées. Mais plutôt que de parler d'inclusion de gens qu'on a exclus, l'ajustement paraît beaucoup plus juste pour qu'il n'y ait pas d'exclusion et de besoin d'inclusion de ces personnes-là. Oui, alors sur l'inclusion, j'ai parfois un discours un peu critique parce que il y a des organisations très puissantes, et heureusement qu'ils sont là, évidemment, qui s'occupent des personnes fragilisées et qui ont un discours très militant sur le sujet. Et c'est très bien, j'ai aucune critique à faire là-dessus, mais sauf qu'à force, en fait, d'avoir ce regard, ça renforce la vision déficitaire. C'est-à-dire qu'en plus d'être vieux, on est pauvre et malade. Et là, on revient aux grandes représentations qui existent depuis bien longtemps, qu'on a appelées à l'époque les vieillards indigents. Et en fait, ça va très vite de retrouver cette représentation, là. D'accord. Je rebondis sur donc Facile la vie qui a précisé sa question. Y aura-t-il une place pour la distribution spécialisée? Ben oui, parce que comme tu peux le voir sur l'écran, prévenir et compenser les risques liés à l'avancée en âge ou gérer la perte d'autonomie liée à l'avancée en âge, évidemment, ça induit des marchés spécifiques, des marchés de niche, donc une distribution spécialisée aujourd'hui. Concernant ton projet, donc Facile la vie, c'est un projet, c'est une plateforme de distribution de produits et services pour faciliter la vie des seniors, que ce soit sur l'ensemble du spectre. Hein. J'espère que interromps-moi dans le chat si jamais je ne suis pas exact, mais en tout cas, c'est un catalogue qui est très complet et très intéressant à ce niveau-là. Aujourd'hui, peut-être que dans le cadre de ta réflexion sur ton offre de service, cette nouvelle approche segmentée de la silver economy te permettrait de travailler sur des circuits de distribution, de prescription, d'information et de communication un peu différents. Par exemple, si on travaille sur des produits et des services qui vont permettre de s'ajuster à l'avancée en âge, évidemment, on va s'adresser plutôt à des jeunes seniors. La probabilité qu'on s'adresse à des jeunes seniors est importante. Quand on sait qu'ils sont 74% à utiliser Internet, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir des circuits de prescription spécifiques sur des réseaux qui sont les leurs. Je ne sais plus quel est le chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais je crois qu'il y a 40% des personnes de plus de 65 ans qui ont des comptes Facebook actifs. Donc c'est énorme en fait, hein, en réalité, par rapport à ce qui existait avant. Je crois qu'il y a 60% des personnes sur YouTube qui ont des gens qui ont plus de 55 ans, ce qui veut dire que là, tu as des circuits de distribution spécifiques. Sur la partie de la compensation et la prévention, ce sont aussi d'autres circuits spécifiques dans lesquels il faut embarquer, bien sûr, tous les acteurs des politiques publiques de vieillissement et des politiques de prévention, qui sont des prescripteurs très importants. Voilà un petit peu, plutôt, on ne peut pas réfléchir malheureusement de façon industrielle et totale sur la silver economy. Et toujours, tout est complexe. C'est-à-dire que la silver economy, du fait de la pluralité des profils, de la pluralité des économies liées à ce grand marché, on est obligé de faire dans le marketing de précision. Et bien sûr, c'est beaucoup plus de coûts, bien sûr, c'est beaucoup plus de complexité, mais c'est un marché qui a beaucoup de potentiel, comme on l'a déjà dit.
Alors, d'autres. Catherine, vous avez relevé la main? Non? Vous avez autre chose à ajouter peut-être? Non, je suis désolée. Non, elle était restée, je l'ai enlevée tardivement. D'accord. En tout cas, s'il n'y a plus de questions, j'étais vraiment ravi de vous présenter pour la première fois en exclusivité à My Silver Valley ce concept triple de Silver Economy que, évidemment, je porterai autant que je peux parce que j'y crois et parce que c'est opérationnel. Vous trouverez bien sûr dans l'autodiagnostic. Alors Aurélie, si tu nous entends, je veux bien que tu remettes le lien de l'autodiagnostic en ligne dans le chat. Alors vous avez deux liens. Vous avez là le lien qu'Aurélie vient de mettre qui est le fichier de partage des contacts. Donc pour ceux qui ont envie de se rencontrer, voilà, donner son contact, contacter les autres suite à My Silver Valley, ça fait partie bien sûr de notre ADN de faire vous rencontrer. Et pour ceux qui ont des questions sur leur projet d'innovation, vous pouvez aller vous amuser ce soir sur l'autodiagnostic en ligne qui vous permettra d'avoir des recommandations, des méthodologies pour bien comprendre vos projets, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont pérennes, est-ce qu'ils sont durables, est-ce qu'ils sont utiles, et vous orienter vers les bonnes questions, les bons outils pour réfléchir aux projets d'innovation, que vous soyez intrapreneur ou entrepreneur. Et vous retrouverez les questions qu'on vient de se poser. À quelle Silver Economy vous appartenez? Vous verrez, vous pourrez comprendre et répondre à la question. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette soirée avec nous. Donc, vous aurez le replay, bien sûr, qui va être diffusé. N'hésitez pas à tweeter aussi avec le hashtag MySilverValley et en nous taguant, bien sûr, Silver Valley. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Alors, le support, je ne vais pas le transmettre tout de suite. Sylviane, je vois votre question. Parce que je dois faire une autre conférence en exclu. Donc, je ne vais pas le diffuser tout de suite, mais bien sûr, il sera diffusé le plus largement possible. Merci Nicolas. Au revoir. Merci à tous et à toutes. Merci de votre participation. Merci et bonsoir. Merci Nicole, merci pour votre témoignage toujours pertinent. Toujours là. J'espère que je serai encore là l'année prochaine. Oh, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je ne me fais pas de soucis. On ne sait pas. Allez, merci beaucoup. Et puis, bonsoir à tous et courage. Merci Nicolas. Merci. Bonsoir à tous. Au revoir, merci. Merci Nicolas. Au revoir, merci.